Salam alaikum, Azzulf Laoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par des articles relayés par la presse algérienne qui ont repris le classement des universités les plus prestigieuses au monde, publié par le Times Higher Education. Pour l'année 2024, l'Algérie a obtenu un classement pour un nombre considérable d'établissements supplémentaires, passant ainsi de 24 à 86 universités classées. C'est un accomplissement remarquable qui témoigne de l'engagement continu de l'Algérie envers l'éducation supérieure de qualité. Peut-on lire dans la presse algérienne? C'est l'université Djilali Liebes de Sidi Bel Abbas qui est la mieux classée des institutions algériennes dans l'index pour 2024. Rappelons que ce classement prend uniquement en compte les performances des universités sur le web, ce qui exclut donc toute autre évaluation, niveau des études, qualité du diplôme. Dans le même ordre, le troisième et dernier épisode du documentaire intitulé L'Algérie nouvelle, vision et réalisation a été diffusé par la télévision algérienne et produit par la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le documentaire met en exergue les acquis les plus importants obtenus ces dernières années et les engagements du président de la République, M. Al-Majid Tebboune, concrétisés sur le terrain conformément au principe du caractère social de l'État algérien prévu dans la déclaration du 1er novembre 1954, a écrit l'APS. Nous terminerons notre rétro-info de la semaine avec les déclarations du président de l'autorité nationale indépendante des élections, Hani Mohamed Charfi, a souligné mercredi à Constantine l'importance d'impliquer les jeunes dans l'encadrement de l'opération électorale du 7 septembre prochain afin de renforcer leur participation à l'action politique. Cette opération vise à permettre à cette catégorie de citoyens d'être partie prenante dans l'encadrement de l'opération de vote afin de renforcer leur participation à la vie politique et de les impliquer dans l'opération électorale, a-t-il affirmé. Le prochain scrutin présidentiel constitue un nouveau défi pour assurer la liberté de choix des citoyens, a encore indiqué le président de l'ANI, soulignant à cet égard que la précédente élection s'était déroulée en toute transparence et sans qu'il ne soit enregistré le moindre cas de fraude. Nous débattrons de toutes ces questions avec nos invités juste après cette petite intro. Donc, nous reviendrons, comme chaque samedi, sur l'actualité algérienne. Trois sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Vous l'avez compris dans cette petite introduction. On commencera d'abord par l'université algérienne entre récit et réalité. Le deuxième sujet de notre émission pour ce soir, le MDN, donc le ministère de la Défense nationale, lance la campagne électorale de Tebboune et on terminera cette émission avec les déclarations de Mohamed Charfi, le président de l'année. L'élection présidentielle sera libre et transparente. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Sénassar. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs de Mararibia. Marhaba. Merci. Marhaba bik, Maître Issa Rahmoun. On aura aussi le plaisir d'accueillir, et peut-être pour la première fois dans cette émission Microscope, Monsieur Mnawar Djahdi, qui est donc ex-député, ancien député, président de la commission de transport à l'APN. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Monsieur Djahdi, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Djoudi, à vous et à vos invités, ainsi qu'aux téléspectateurs de la chaîne El Maghrébia. Marhaba bik, M. Djahdi. Très honoré de vous avoir dans cette émission. On aura aussi le plaisir d'accueillir aussi depuis Chorf al-Bouira, Dr Mohamed Lamine Chiban, qui est médecin et militant politique aussi. Dr Mohamed Lamine Chiban, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
C'est à moi de vous remercier. Salam alaikum. Un Alaikum plaisir salam. de vous retrouver et d'être parmi vous. Et en même temps, je salue vos invités et particulièrement Maître Issa Rahmoun. تحية إلى كل الشرفاء وأصحاب المبادئ والضمير وأهل النخوة وأصحاب المواقف والكرامة والرسالة. شكرا شكرا. Barakallahu fik. Marhaba bik, docteur. On va commencer cette émission, bien sûr, avec le premier titre que vous êtes en train d'apercevoir sur l'écran, l'université algérienne entre récit et réalité. Pourquoi ce titre? On va revenir, bien sûr, sur ce dernier classement. L'expression qui titre le journal Expression, l'engagement continu des pouvoirs publics envers l'excellence académique a porté ses premiers fruits. Monsieur Djadi, je vais commencer avec vous cette émission. Comment peut-on lire donc ce dernier classement de cette institution qui classe bien sûr l'université algérienne parmi les 500e donc dans le monde, d'après bien sûr cet organisme. Les journaux algériens ont repris ce classement et on peut lire aussi que en effet, notre pays a vu le nombre de ces établissements d'enseignement supérieur classés augmenter de manière spectaculaire par rapport à l'édition précédente, souligner l'effort mis en jeu pour améliorer la réputation de l'université algérienne à l'international. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Djadi, de ce classement? Est-ce que vraiment ça reflète la réalité de l'université algérienne d'après vous? Merci, Sidoudi, d'avoir commencé par moi. Donc, moi, je dirais que, en introduction, l'université est un espace de connaissances multidisciplinaire qui forme des compétences professionnelles afin de servir la communauté. Et le classement de 13 universités pour la première fois en Algérie est une performance remarquable. Donc, je me réjouis de ce classement. Et ça la fierté des 45 ou des 46 millions d'Algériens. Effectivement, c'est une réalité et je ne vous le cache pas. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à M. Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Moi, je le connais lorsque j'étais à Boumerdès. Il était recteur à Boumerdès, à l'université. C'est un gars très compétent, intègre, volontaire, bosseur. يعني vraiment وليد فاميليا كما نقولوا بالدارجه وليد فاميليا lorsqu'il depuis ça fait 2 ans qu'il est à la tête de ce ministère et effectivement il a donné un plus à l'enseignement supérieur et à la recherche aussi scientifique qui alhamdoulilah a été couronnée aujourd'hui en 2024 par le classement des 13 universités. Ça sera la première en Afrique et dans les pays arabes, le pays arabe. Donc, moi, je jouis de ce classement et la fierté de tous les Algériens. Voilà ce que je peux dire sur ce... Monsieur Djadi, mais est-ce que vraiment ce classement reflète la réalité et les titres qu'on a lus dans la presse algérienne, parce que beaucoup aussi vous diront que l'université algérienne est en crise. Certes qu'on peut parler des performances d'un ministre qui il est en train de faire son travail comme il faut, mais aussi est-ce qu'il y a une politique par rapport donc à l'université algérienne quand on voit nos jeunes diplômés partent à la fin de leur cursus universitaire. Ils partent en Europe, par exemple en France, en Canada. On va vous faire écouter cette petite vidéo du consul général de France à Alger, Sandbaitou, nos amis de la régie. Donc, on va l'écouter, Monsieur Djadi, je reviens à vous juste après. C'est évidemment faux. Nous accordons un grand nombre de visas pour les étudiants. plus de 10 000 cette année. Chaque dossier étudiant est regardé de très très près. Il y a un avis pédagogique sur le projet de l'étudiant. Ce projet est examiné aussi par les services consulaires. L'idée, c'est de réussir.
Donc pour cela, il faut avoir toutes les cartes en main. Les atouts, ce sont évidemment la formation scolaire, universitaire que vous pouvez avoir eu ici en Algérie, et aussi les moyens financiers notamment et matériels que vous pourrez mettre en œuvre pour réussir votre projet une fois sur place. Personne n'a intérêt à ce qu'un étudiant se retrouve en situation d'échec. Monsieur Jahdi, là on vient juste d'apercevoir dans cette vidéo Monsieur Bruno Clerc, qui est consul général de France à Alger, qui a avancé un chiffre de 10 000 visas accordés donc aux étudiants algériens. Et cette déclaration a été faite mars de cette année, de mars 2024. On parle seulement de la France, ce chiffre, donc 10 000 visas étudiants accordés aux Algériens. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie crise dans l'université algérienne, Monsieur Jahdi, surtout quand on voit par exemple ces images qu'on va voir juste défiler dans nos écrans, ces images qui montrent aussi donc ces chaînes de centaines et même des milliers d'Algériens qui essayent d'avoir un visa en France ou en Canada. Et d'autres pays aussi. Là, on est en train de voir des chaînes pour le visa en France. Monsieur Jahdi, est-ce qu'il n'y a pas de contraste entre ce que déclarent les responsables algériens et la réalité sur le terrain? Au contraire, si je vous dis à mon humble avis, ce chiffre est très encourageant. C'est très encourageant et je félicite d'ailleurs nos étudiants de demander des visas pour continuer leurs études à l'étranger. Ça est d'un. Et de deux, les 12 000 ou les 15 000 médecins qui exercent actuellement dans les hôpitaux en France ou ailleurs, ils ont fréquenté les bancs de la faculté de médecine en Algérie, des universités algériennes. Des centaines ou des milliers, je dis des milliers, pas de centaines parce que ça dépasse les centaines, de savants, de chercheurs à l'étranger, aux différents centres de recherche, des différents laboratoires. Vous ne trouvez pas, peut-être je vais exagérer, non, je dirais moi, à ma connaissance, dans tous les laboratoires ou les centres de recherche au niveau international, vous trouvez des Algériens. Et les Algériens sont connus, ils sont bosseurs, ils aiment réussir dans ce monde moderne. Et au contraire, moi je suis très content d'avoir ce chiffre du consul français qui dit plus de 10 000. Au contraire, ça c'est une bonne chose. Ça sera l'élite de l'Algérie de demain. Ces étudiants-là, ces chercheurs qui veulent partir à l'étranger pour avoir des connaissances, pour avoir des compétences pour leur pays d'origine. C'est comme ça que je vois les choses, pas autrement. Et pourtant, c'est déjà dit. Et pourtant, Algérie Echo, donc un journal algérien qui donc a titré étudiants algériens en France, 78% déclarent ne pas avoir l'intention de retourner en Algérie. Restez avec nous, Monsieur Jahdi. On va donner juste la parole aussi à Dr Mohamed Lamine Chibane. Qu'est-ce qu'il pense aussi? Rappelons que demain, c'est la journée donc de l'étudiant. Dr Mohamed Lamine Chibane, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu de Monsieur Menouar Jahdi, qui pense que c'est une très bonne chose et c'est une preuve que l'université algérienne, elle est en train de faire son travail. Quand on voit des étudiants qui partent et continuent leurs études à l'étranger. Votre réaction, Dr Mohamed Lamine Chibane? Une pensée aux martyrs de Gaza. On veut affamer ce brave peuple qui résiste. Tahiyya lil muqawamat Hamas. Allahumma saddid ramyatahum. Pour répondre à votre question, mon ami Nasser, nous sommes heureux, comme l'a si bien dit le professeur Jahdi, justement, que l'université Sidi Blabès, et qui s'appelle Gilel Iliad, qui malheureusement, ce grand chercheur, a été assassiné durant les années troubles, je précise bien troubles. Et nous sommes justement, alhamdoulilah, alors qu'il y a pas quelques années,
l'université algérienne ne figurait pas dans le top 50 des meilleures universités africaines. ما كناش مصنفين parmi les 50 meilleures universités africaines. Et selon US News World Report, classé l'Algérie, l'université algérienne, à l'époque, il n'y a pas 3 ans, elle était classée au rang 1309. Donc, Arana parmi les 500, c'est bien, c'est un honneur pour le pays, mais je voudrais dire une chose, c'est que récemment, il y a eu une étude, le centre CREAD Bouzria, où en collaboration avec une université américaine, hein, est publiée par un organisme international où il écoule plus de 62% des Algériens sont insatisfaits du système éducatif. Mon ami Nasser, en 1908, le Japon envoyait ses étudiants au Caire. Sauf sans oublier Bjeya, qui était Mahd al-Hadara du savoir. Nos étudiants quittent maintenant, pas ils quittent le pays parce qu'il n'y a pas l'environnement adéquat. Les étudiants, là, d'ailleurs, votre invité, elle a bien dit. Nous avons perdu plus de 1200 médecins généralistes en France. Plus de 80 hospitalo-universitaires donc là, il faudrait revoir ce problème. Est-ce que vous savez que 35% des chômeurs sont des universitaires? Est-ce que vous savez que le Botswana, il offre aux brillants étudiants $200 par mois à l'étranger? Est-ce que vous savez que nos étudiants, tous les 3 mois, 4 000 dinars, donc la décision de M. Tebboune, 5 000 jusqu'à 6 000 dinars, tous les 3 mois. Yani 50 € tous les 3 mois. Un étudiant, on le compare à l'étudiant à Botswana, chauffe bled le gaz ou le pétrole ou une rana. Chauffe la Malaisie, mon ami Nasser, le budget de l'éducation et santé, il est égal à 3 fois le budget de la défense. Nous existons, comme le disait Victor Hugo, hein, mais on ne vit pas, mon ami Nasser, on ne vit pas. Voilà. Très bien. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Maître Aïssa Rahmoun, vous êtes en France, mais vous avez fait votre cursus universitaire en Algérie. Quand on voit ce classement donc, qui a été relayé par la presse algérienne comme étant donc, une chose positive par rapport à l'université algérienne, qu'est-ce que vous en pensez, Maître Rahmoun? Mais aussi, il faut rappeler aussi que ce classement uniquement prend en compte les performances des universités sur le web et, comme je l'avais annoncé dans mon introduction, ce qui exclut donc toute autre évaluation, niveau des études, qualité du diplôme. Votre réaction, Maître Aïssa Rahmoun? Bonjour, mes salutations aux invités, c'est Chibane, entre autres, et en particulier. Ce classement qui vient c'est le classement des jeunes universités, donc l'histoire de l'éducation nationale en Algérie. D'ailleurs, dans le débat, permettez-moi, Nasser, vous dire la chose suivante. On aurait bien voulu avoir des universitaires parmi les discutants, des étudiants parmi les discutants, et pourquoi pas des recteurs. Pour ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture en absence d'agriculteurs. On ne peut pas parler de santé en absence de médecins. On ne peut pas parler d'université en absence d'universitaires. Force est de constater, l'université de Sidi Bel Abbès est classée à la place, si je ne me trompe pas, selon le rapport,
500. Un centième, absolument. Voilà, donc il ne faut pas dire aujourd'hui, parce qu'on a ce problème, problème t'as l'homme aux moustaches, Rajel Fschlerm. On est classé premier en Afrique ou au monde arabe, mais c'est un classement qui est destiné à une catégorie d'université. Il y a d'autres classements. D'ailleurs, ce qui m'étonne dans la réaction du régime à travers ses médias, à travers ses larbins, à chaque fois, quand il y a d'autres classements, ils crient au scandale, c'est la main étrangère. Et quand il s'agit d'un classement assez timide, parce qu'il faut dire c'est un classement timide, parce que c'est un des axes de classement des universités algériennes, à travers le monde, y compris algériennes. On crie, voilà, c'est la performance du ministre de l'enseignement supérieur. Moi, je voulais dire qu'il fallait dire au départ que c'est les efforts des étudiants, de l'encadrement pédagogique, des directeurs de département, du recteur de l'université de Sidi Bel Abbas, c'est pas le ministre de l'enseignement supérieur. Parce qu'à la base, c'est pas le ministre de l'enseignement supérieur actuel, ou bien son prédécesseur, ou bien l'indépendance de l'IOM, qui ont fait le travail de base. C'est ces étudiants, effectivement, que le chiffre est effarant. Quand ces étudiants, on n'a pas... Quand on dit qu'on est très heureux d'entendre l'ambassadeur, le consul de la France annoncer ces chiffres, il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. Il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. Pourquoi Maître Issa Rahmoun? Non, c'est parce que là, ça devient très grave. Quand on dit que la crème algérienne, aujourd'hui, n'arrive pas à trouver un poste de travail, qu'ils n'arrivent pas à avoir des entreprises, des PME, des PMI en Algérie, qu'ils sont interdits de manifester, qu'on a mis en prison parce qu'ils sont étudiants. Souvenez-vous des jeunes de la faculté d'Alger, de Tizi Ouzou, d'Oran, de Constantine, d'Annaba, qui ont exercé un droit, le droit à la citoyenneté. On les a mis en prison. Souvenez-vous de ces barques d'embarcation où des étudiants, à défaut d'avoir un visa, empruntent un autre chemin, le chemin de la clandestinité vers l'Eldorado, qui n'est pas un Eldorado. Souvenez-vous de ces étudiants, de ces responsables, de ces cadres d'université qui ont été radiés de leurs universités, exclus pour le fait de tenter de s'organiser en syndicat. Souvenez-vous, il ne faut pas l'oublier, qu'actuellement, jusqu'à présent, les recteurs d'université sont désignés par décret présidentiel, qu'il n'y a pas de démocratie dans les universités algériennes. Les conseils scientifiques des universités, c'est spin doctor, ou c'est cette élite organique du régime. Mais Maître Issa Rahmoun, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Maître Issa Rahmoun, ce que j'ai compris de ce qu'a dit notre ami donc Mnouar Djahdi, Monsieur Djahdi, c'est que on est en train de constater l'excellence de l'université algérienne quand on voit les jeunes étudiants qui partent à l'étranger, ils réussissent. Ils font le bonheur, comme a été déclaré par Monsieur Djahdi, le bonheur des hôpitaux français, par exemple. Il y a presque entre 15 000 et 20 000 médecins qui travaillent dans les hôpitaux français. Il y a aussi des ingénieurs un peu partout dans le monde, que ce soit en France, en Canada. Les Algériens réussissent. Donc, l'université algérienne, elle est de qualité. C'est ce que j'ai compris de l'intervention de M. Djahdi. C'est Nassar, je te raconte une anecdote, je vous raconte une anecdote tous ensemble, comme on est, et ça c'est une histoire vraie. J'ai résidé pendant une année au Havre, en Normandie. Et donc j'ai eu des jumeaux, donc il me fallait un pédiatre. J'avais du mal à avoir un pédiatre au Havre.
Donc, il fallait chercher dans les alentours, vers les 30 mètres carrés au Havre. On m'a conseillé un chef de service à l'hôpital de Fécamp, qui est pratiquement à 35 km du Havre. Pour mon bonheur et pour le malheur du pays, le chef de service est Dr Haouchi, était mon voisin, le voisin de mon père. Il m'a connu très petit. C'était mon pédiatre. Il est chef de service à l'hôpital de Fécamp. Pourquoi je raconte cette petite anecdote en fin de compte? C'est qu'aujourd'hui, l'Europe, le Canada, les États-Unis pompent les meilleurs de nos femmes et de nos hommes dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur juridique, dans le secteur de la santé, dans le secteur des nouvelles technologies, dans le secteur des finances, dans le secteur du commerce international. Et là, on se retrouve à se dire, voilà, on est en train de produire pour le monde la meilleure élite, mais qu'on arrive à damner chez eux. On n'arrive pas à organiser toute cette élite, à trouver un espoir pour cette élite. Comme disait Majid Benchir, pour l'université algérienne, l'espoir n'est pas son vivier. Pour l'universitaire algérien, l'espoir n'est pas son vivier. Combien de cadres universitaires aujourd'hui qui sont exclus des conseils de recherche scientifique pour un simple fait de vouloir se syndiquer en syndicat autonome, pour le simple fait qu'ils critiquent le fonctionnement qui est antidémocratique dans les universités. L'élection des chefs de département, des directeurs de pédagogie, des recteurs, etc. Ils se retrouvent où? Ils sont absorbés effectivement par l'Occident. C'est pour ça que je dis Insan Très bien, restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Simon Warjadi, si vous voulez rebondir par rapport à ce que vous avez entendu. Effectivement, moi, je dis tout simplement que le consul a évoqué les 10 000 étudiants, ils ont demandé leur visa pour continuer leurs études et non pas pour chercher un emploi en France. Le chômage est une chose, et partir en France ou ailleurs pour continuer les études, ça c'est une autre paire de manches. Deuxièmement, ce que je dis, je m'excuse, moi je respecte toutes les universités algériennes et celle de Belabbès au nom de Djeli Bessem. J'ai fait avec Djeli Bessem un module de planification. Ça fait plus de 40 ans maintenant, donc je me rappelle très bien de ce module. Et effectivement, c'est un éminent docteur, c'est un éminent professeur. Je respecte beaucoup. Mais monsieur le ministre, c'est lui qui met en place une stratégie de son ministère. C'est lui qui établit les politiques. C'est lui qui trace des objectifs à atteindre à court et moyen long terme. C'est le ministre, c'est lui qui pose le socle de son savoir-faire, de son objectif à atteindre pour ses étudiants, pour ses universités. L'université de Djeli Bessem, elle existe depuis plus de 20 ans, mais elle n'a jamais été classée. L'Algérie, les universités algériennes existent depuis 1962, mais elles n'ont jamais été classées. Je ne dis pas ça uniquement par monsieur le ministre actuel, monsieur Badari, non. Effectivement, c'est un ensemble. C'est les moyens qui ont été mis à la disposition de ces universités, la prise en charge totale, maintenant, c'est pour ne pas dire autre chose. On ne compare pas un étudiant algérien à celui de Botswana. L'étudiant algérien est pris en charge totale, même le transport, même le résidana, même tout. Et en plus,
l'équivalence de $50 ou $50, je pense 6 000 ou 8 000 dinars chaque trimestre. Mais il est pris en charge totalement. Donc, moi, je dis, moi, je suis convaincu, et ça, ma perception de ce que j'ai lu depuis maintenant, ça fait 1 an et demi ou 2 ans depuis que le ministère de la Recherche scientifique, l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Badari a ramené un plus, une valeur ajoutée. Et Monsieur Djadi, quand on voit, vous avez parlé donc des étudiants qui partent, en France, on va mentionner l'exemple de la France, et là je vais vous montrer cet article, étudiants algériens en France, 78%, pour ne pas parler presque de 80%, déclarent ne pas avoir l'intention de retourner, donc de revenir en Algérie après donc la fin de leurs études. Le problème aussi qui se pose, Monsieur Djadi, c'est les infrastructures. On se rappelle très bien donc des déclarations du doyen de la faculté de médecine d'Alger, le professeur Lakhdar Green, qui s'est plaint donc des inondations, de l'eau, qu'il n'y avait pas de l'eau dans les robinets des résidences universitaires et surtout de la faculté de médecine. Juste après ces déclarations, il a été limogé. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un vrai problème dans nos universités, Monsieur Djadi, surtout par rapport à ce qu'a déclaré aussi Mohamed Lamine Chibane quand il a fait la comparaison entre le budget qui est alloué à l'armée, donc au ministère de la Défense, et le budget qui est alloué au secteur de l'éducation. Mohamed Djadi, très rapidement, comme ça, on va aller vers le deuxième sujet de notre émission. Je commence par la dernière. Je commence par la dernière. Le Botswana, ou l'Algérie est un pays continent. Il a 6 000 kilomètres de frontières avec 7 pays. Donc, il faut bien avoir une armée forte, équipée, entraînée. Et le budget de la défense nationale, elle doit être supérieure à tous les autres budgets. Et de deux, si on compare le budget actuellement de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, il fait peut-être, je dirais, 10 fois plus que le ministère du pays mentionné ou évoqué par votre invité. Moi, ce que je dis, pour ne pas étaler sur ça, moi je dis que les personnalités, nos savants qui ont marqué l'histoire contemporaine, ملكشي نور الدين خارج من الجامعة الجزائرية حبة بالقاسم كريم زغيب زهرة دوانجي بشير حليمي جفر فيصل et j'en passe. Je dis auparavant, c'est des milliers. Ils ont réussi. Tous ces noms-là ont fréquenté les bancs d'université algériennes. Il faut être fier de cela. Je dis pas que c'est l'idéal, si je dis. Non, je dis pas que c'est l'idéal. Je dis pas que c'est comme vous avez dit que l'ex-recteur de l'université là où professeur Lakhdar Green. Lakhdar Green, l'exception ne fait pas la règle. L'exception ne fait pas la règle. Ça, c'est en 2001, il y a eu une inondation, il y a eu ce problème, une calamité naturelle, et puis c'est tout. Mais ce n'est pas dans les 50 ou les 60 universités qui sont au même pied d'égalité. Si je dis, je dis pas que c'est l'idéal. معليش سي جعدي احنا يعني البارح on a débattu de ce sujet. On avait un étudiant, il a parlé il a mentionné une réalité qui est tout à fait différente. On aimerait bien que les choses soient positives dans notre pays. ولكن هو هضر على une réalité, surtout les résidences universitaires. Il y a un manque, il y a un climat qui n'est pas fait pour un étudiant dans ces résidences, même dans les universités. C'est Djadi. Mais il ne faut pas mettre au même pied d'égalité 500 000 étudiants par rapport
1,5 million ou 1,8 million actuellement en Algérie. Il y a quand même 1,8 million d'étudiants en Algérie. Donc, je ne dis pas que tous ces étudiants sont à l'aise, ils dorment bien, ils mangent bien, ils sont... Non, mais il y a des insuffisances, bien sûr, qu'il faut améliorer avec le temps. Et à l'avenir, ça s'améliore beaucoup plus. Et le budget du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, ça s'améliore avec cette avancée, avec ce classement, avec le développement économique de l'Algérie à court, moyen et long terme. Très bien. Il faut être optimiste, il faut positiver. Très bien, il faut positiver, Sidi Jaddi. On aimerait bien positiver, bien sûr. Docteur Mohamed Lamine Chibane, très rapidement, comme ça on va aller au deuxième sujet de cette émission. Tfadal, docteur Lamine, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Monsieur Jaddi. Non, je n'ai aucun commentaire. Moi, je voudrais seulement ne pas oublier la commémoration de demain, du 19 mai 56, cet appel qui a été lancé par Belaouane, qui était le secrétaire général de l'Union générale des étudiants musulmans. Et là, c'est لابد من نظرة إكبار واعتزاز للطلبات 56 qui ont quitté les bancs de l'université pour gagner le maquis. Et ces étudiants, qui est un honneur pour nous, puisque 19 mai 56, le congrès de la Soumam, اللي كان على رأسها Ben Ramdan ou Ben Mehidi, et en même temps la grève des 8 jours de 57, il faudrait que les téléspectateurs sachent l'histoire de notre pays, de notre jeunesse. Ho Chi Minh disait, c'est l'idée qui ramène le fusil. Ce n'est pas le fusil qui ramène les idées. Et aussi, je voudrais dire, ce sont les idées qui font dans l'histoire les grandes tempêtes qui changent la physionomie dans le monde. Alors ces étudiants, ces valeureux étudiants, ils voulaient sortir de la soumission et de la fatalité. Ta France, le منعولة حبر العلماء أفضل من دماء الشهداء. L'enseignant a été effectivement le socle de la révolution algérienne et du mouvement national. Là, il ne faudrait pas l'oublier. Et puis, en plus, il faudrait l'appel dans le Moudjahid, d'ailleurs, et qui disait à quoi sert d'avoir des diplômes quand vos épouses, vos sœurs sont violées. Nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. Donc, ما نحتاجوش رأي المير تاع مارسيل يجي يبومبي علينا ولا il nous lance des fleurs. Quand Macron dit je ne reconnais pas justement ce qui s'est passé durant toute cette révolution. Et alors, je voudrais vous lire, et permettez-moi, en 2 mots, Shahid Abdelrahman Taleb, ce chimiste, ce shahid qui confectionnait les bombes, la Kasbah, pour Yas Saadi, pour toute la Kasbah et pour toute l'Algérie, كان يقول غادرنا مقاعد الجامعات والثانويات لنلتحق بالجبال مفضلين الاستشهاد على الشهادات الجامعية. لازم الشباب يعرف شكون عمارة رشيد مسمين عليه الثانوية المقراني. J'ai eu l'honneur d'être lycéen. Mohamed Lounis, qui sont morts au combat à Tablat, à la Oulaya 4. Il ne faut pas oublier Allawa Ben Bartouche, étudiant commandant, mort en essayant de traverser la ligne électrique algéro-tunisienne. Il ne faut pas oublier les 157 étudiants qui ont regagné le maquis sous les ordres du colonel Ouamran. Il ne faut pas oublier Belkacem Zeddour, qui est le premier martyr étudiant. C'était en 1956. Il ne faut pas oublier le docteur Ben Zarjeb de Tlemcen, qui est le premier médecin martyr. Et Akli Aïssiou, étudiant qui en médecine et qui était assassiné par la mer Rouge en Belgique. Là, c'est pour la diaspora, Akli Aïssiou. Sans oublier les sœurs Fadila Saaden, Myriam Saaden, Bouad Toura, et la liste est vraiment très longue. Et là, je termine, l'Union générale des étudiants musulmans, qui a été créée le 8 juillet 56,
1965, et Ken à leur tête le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi, qui est toujours en vie, ou Atalallahu fi Omri, et puis qui était donc le vice-président, c'était l'Ayash Yakr, l'ancien ministre du commerce de Boumediene, et Mouloud Belawan, justement, qui a lancé cet appel pour regagner le maquis. Là, il faudrait que les gens le sachent, il ne faut pas oublier tout cela. Merci beaucoup, docteur. Restez avec nous. On va entamer donc le deuxième sujet de notre émission. Ce troisième et dernier épisode du documentaire intitulé L'Algérie nouvelle, vision et réalisation. On va entamer donc ce sujet juste après cette petite intro. Titre de ce sujet, donc le MDN lance la campagne électorale de Tebboune. Il faut rappeler donc ce documentaire qui a été intitulé donc une nouvelle vision et réalisation, qui a été diffusé par la télévision algérienne et produit par la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il exergue les acquis les plus importants obtenus ces dernières années et les engagements du président Al-Majid Tebboune. On regarde ces images et je reviens juste après à mes invités. ولأن منطلقها نوفمبري خالص، الجزائر الجديدة تبنت وبإيمان راسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، فكان لزاما الاهتمام بمناطق الظل لتشرق عليها شمس التنمية، حفاظا على كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم. الجزائر الجديدة هي أيضا اهتمام بالشباب، بمستقبل الجزائر وبغدها المشرق، شباب يتطلعون إلى مستقبل زاهر بكثير من الأمل وبكثير من التفاؤل، ويتمسكون بماضيهم بكثير من الفخر والاعتزاز. الذاكرة الوطنية وجدت لها حيزا كبيرا في مشروع الجزائر الجديدة التي تهتم بالحاضر والمستقبل، لكنها أبدا لا تنسى تاريخ الأمة وذاكرتها الجماعية. Donc, vous avez vu ces images. Maître Issa Rahmou, je vais commencer avec vous par rapport à ce thème. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce documentaire qui met en exergue les réalisations de cette Algérie nouvelle, bien sûr titré Algérie nouvelle, vision et réalisation depuis l'avènement donc de Al-Majid Tebboune à la tête de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a été réalisé par la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée. Votre réaction, Maître Issa? C'est là, avant d'entamer la question que tu viens de me poser, on se permet de se tutoyer quand même. J'aimerais poser une question tout en restant parce que vous ne m'avez pas donné une petite parole pour rebondir sur le premier sujet. Si le ministre actuel de l'enseignement supérieur, qui était recteur de l'université de Boumadès, donc qui a exercé dans cette université, j'aurais voulu voir l'université de Boumadès à la place de Sidi Blabès, vu qu'il avait exercé comme recteur dans cette université. C'est un exercice qui va de soi. Je rends un hommage à l'encadrement pédagogique de l'université de Blabès. Par rapport à la deuxième question, donc on rentre dans la deuxième partie de l'émission, les réalisations, une campagne médiatique menée par Arkan al-Jaysh,
dans une société qui se veut une société civile, un régime civil, du moins par la qualité de son chef d'État, qui est un civil, qui n'est pas un militaire. Il faut dire une chose, il faut arrêter qu'on soit hypocrite. Le régime algérien, le système politique algérien est dirigé par des militaires, par l'état-major de l'armée, avec toutes les contradictions en leur sein. Et d'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est cet arsenal juridique adopté récemment et bien avant, comme le délit d'atteinte aux troupes de l'armée en temps de paix, en temps de guerre, etc., atteinte à l'unité nationale, atteinte au corps constitué, toutes ces dispositions législatives qui interdisent aux citoyens algériens. Et on va pas me chanter cette chanson que l'Algérie est un continent et que le budget de l'Algérie nécessite un budget colossal parce qu'il faut sauvegarder les territoires, etc. C'est une contradiction face à la déclaration de l'ambassade de la France, de l'ambassadeur de la France, qui a donné des chiffres par rapport aux jeunes Algériens qui demandent des visas. Donc il y a un contraste et un télescopage dans les deux sujets qui s'entremêlent. Pour le budget alloué à l'armée, justement, si on veut développer une industrie militaire de protection, de prévention, de défense et, en fin de compte, d'attaque, quand il s'agit de cas de légitime défense. Le meilleur outil, le meilleur mécanisme de doter notre armée de tous ces moyens militaires de défense, c'est d'investir dans l'école, d'investir dans l'université, dans les laboratoires, dans la construction militaire. Qui va construire militairement, si ce n'est des ingénieurs, si ce n'est des professionnels? Qui va investir pour vendre? Et là, je suis contre, en tant que militant des droits humains, que la vente d'armes s'élargisse dans le monde. Mais pour aller dans le sens, dans le courant, dans ce canal, dans cette rivière, dans cet océan du discours du régime, pour produire, pour ne pas acheter chez les Russes, chez les Européens, chez les Émiratis, chez les US, des outils d'armement. Produisons notre arme. Mais comment on va produire si ce n'est attribuer un budget colossal à la recherche scientifique, à la recherche militaire aussi? Arrêtons de se cacher derrière notre doigt. Les réalisations, en fin de compte, il n'y a pas de réalisation économique. Il n'y a pas de réalisation industrielle. Il n'y a pas de réalisation agricole sans réalisation de l'exercice de la citoyenneté, sans la réalisation de l'exercice de la souveraineté populaire, sans réalisation du droit d'avoir des droits. Aujourd'hui, l'Algérien est dépourvu et dénudé de tous ses droits. Alors, quelles sont les réalisations? Tambour battant, une campagne présidentielle menée par l'armée. Du jamais vu chez nous. Du déjà vu au temps colonial, comme disait Hussein Ahmed. Du jamais vu chez nous, dans notre tradition en tant que révolutionnaire, justement, de cet esprit de novembre et de sa poursuite du congrès de la Sommam. Du jamais vu chez nous, du déjà vu au temps colonial, effectivement, où l'industrie militaire française prospérait dans les colonies. Et on retrouve aujourd'hui le même discours, la même attitude, le même comportement. Comment une campagne présidentielle soit enclenchée par les militaires? C'est la grosse trahison de l'esprit de novembre et de la Sommam. Très bien.
Très très bien. Restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Monsieur Djadi, j'aimerais avoir votre réaction, mais la question que beaucoup peut-être vont se poser, pourquoi ce documentaire n'a pas été produit par exemple par la télévision algérienne, par les médias algériens, par le ministère de la communication, du ministre Mohamed L'Agab? Pourquoi il a été produit donc par le département de la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée? Votre réaction, Monsieur Djadi? Merci, Monsieur Jody. Je m'excuse avant que je réponde à votre question. J'aimerais mettre entre parenthèses ceci. Je remercie votre invité d'avoir ajouté de l'eau dans mon moulin. La personne dont on parle, lorsqu'il était à Boumerdès, comme recteur, il avait au-dessus de lui le doyen, il avait un recteur. Et le recteur applique les orientations du ministre de l'enseignement supérieur et de la gestion publique de l'époque. Donc, il y avait une stratégie, il y avait une politique de l'ex-ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, lorsqu'il était à Boumerdès, durant les années 2000. Puis il était à Msila, puis secrétaire général du ministère. Donc, je vous remercie. Je remercie votre invité d'avoir ajouté de l'eau dans mon moulin. Et ce que je disais justement, que le ministre, avec sa politique, avec sa stratégie, avec sa politique, avec ses objectifs tracés, avec ses orientations, que l'institution ou l'entreprise réussissent. Je reviens à votre question, Monsieur Jody. Mais pourquoi? Parce que n'oublions pas que M. Abdelmadjid Tebboune, il est président de la République, certes, mais il est aussi chef suprême des forces armées et ministre de la Défense. Et la revue El Jaish relève de cette institution, dont il est le premier responsable. Donc, je ne vois pas je ne vois pas où il est Monsieur Djadi, Monsieur Djadi, ceux qui disent par rapport au timing, on est presque à 3 mois et demi de cette élection anticipée. Est-ce que c'est normal je vais vous rendre la parole. Est-ce que c'est normal que la direction de l'information, de la communication de l'état-major de l'armée va produire un documentaire qui parle de réalisation d'un président sortant, on ne sait pas, Majid Tebboune, s'il va se présenter pour un deuxième mandat ou pas, mais est-ce que cette direction de l'armée, donc de l'information, de la communication, est, si on peut dire, normal qu'elle fasse ce documentaire, parler des réalisations de cette nouvelle Algérie, parler des réalisations d'Al-Majid Tebboune? Est-ce que vous trouvez ça, c'est normal, Monsieur Djadi? Vous l'avez dit vous-même, Sidoudi. Vous dites que M. Tebboune ne s'est pas prononcé pour son deuxième mandat, donc il n'est pas en campagne électorale. Donc, il est toujours en poste, il est toujours président de la République, il est toujours chef des forces armées, il est toujours ministre de la Défense nationale. Il n'est pas en campagne ni en pré-campagne. Donc, maintenant, je vous dis, vous aurez, vous avez eu raison. Lorsque, par exemple, il va dans les semaines qui suivent, les jours qui suivent, lorsqu'il convoque le corps électoral, il se prononce pour son deuxième mandat, et que cette revue continue à publier les réalisations, je vous dis, vous avez raison. Mais aujourd'hui, M. Tebboune, le président de la République, et chef des forces armées et ministre de la Défense nationale, il n'est pas en campagne. Il est toujours chef suprême des armées et ministre de la Défense. Et comme cette revue El Jaish, relève de ses compétences, relève de l'institution dont il est le premier responsable. Donc, il n'y a aucune infraction. Il n'est pas en campagne, il n'a pas encore évoqué sa candidature. Donc, où est le problème? Et c'est une fierté aussi que l'Algérie nouvelle avance bien et que cette revue, avant terme,
prononce ou affiche toutes les réalisations de M. le Président de la République depuis malgré au début 99, il y avait des problèmes de Covid, il est tombé malade de 2020-2021, mais après 2022, l'Algérie avance bien, soit dans le domaine économique, soit dans le domaine de la recherche scientifique, soit dans le domaine agricole, industriel, etc. Donc, moi, à mon avis, je suis convaincu que l'Algérie nouvelle, dont il a tracé les grands axes, la stratégie de 99 sur les 54 engagements de M. le Président de la République, l'Algérie nouvelle avance bien et elle progresse. Très bien. Restez avec nous, M. Djadi. Mohamed Lamine Chibane, votre réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve fascinant, quand une équipe gagne, ce sont les 11 joueurs et l'entraîneur, bien sûr. Ce n'est pas un joueur ou l'entraîneur. Pour la polémique, pour vanter les mérites d'un ministre, nous sommes à la veille de la commémoration du 19 mai 56. Le docteur Sidhoum, notre ami médecin orthopédiste que je salue au passage, Salahuddin Sidhoum, disait « Les titres et grades universitaires sont sans valeur quand on brade sa dignité et son honneur. Le savoir avec peur conduit à la perte de la dignité. » Étienne de la Boétie, qui est un grand écrivain français, il parlait, tout un livre d'ailleurs, de la servitude volontaire. La servitude volontaire. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a d'autres questions par la suite. L'Algérie est en train d'avancer, d'après donc M. Djadi. Lui, il voit une réalité qui est totalement différente, peut-être par rapport à Maître Issa Rahmoun ou à d'autres Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez quand on voit, par exemple, c'est la direction de l'information, de la communication de l'état-major de l'armée qui produit ce documentaire, qui parle donc des réalisations de cette Algérie nouvelle. Il parle aussi des acquis économiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vivez en Algérie, Dr Mohamed Lamine Chibane. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en train d'avancer, que cette Algérie nouvelle est en train donc d'avancer dans la bonne direction? Quelle est votre réaction? Fadal, docteur. Oui, je voudrais vous lire une déclaration, une citation de M. Boujena, qui est un ex-journaliste respectable. Il dit le financement de la propagande ne consolide pas l'État. Il dévalorise la politique et étouffe la profession. Ce système médiatique, financièrement très coûteux, est sans crédibilité. Je reviens à l'école aussi, celui qui détruit la vie des gens par le mensonge, sa vie sera détruite par la vérité. Sinasr. Qu'on fasse de la propagande pour le président, mais je voudrais une chose. Pratiquement, on est sûr qu'il va être candidat et qu'il va sortir président. Qu'on prenne l'exemple de la Somalie et du Sénégal. Deux présidents qui étaient sortants, qui se sont présentés aux élections et qui ont perdu les élections. Ça ne veut pas dire que M. Tebboune Menjech, que l'urne soit respectée, que la voix du peuple soit respectée. Je serai le premier à l'applaudir. Kaniko, le docteur Monsef El-Merzougui, ce président de la Tunisie, qui a été malheureusement par la contre-révolution d'Émirat ou Masr ou Saoudia, en parlant de cette jeunesse, de ce pauvre peuple, il dit البحر أمامكم هاي الواقع المر اللي رانا فيه والفقر فوق البحر أمامكم الفقر وراءكم والقمع فوق رؤوسكم.
Alors là, je termine, si vous permettez, par M. Hussein Ait Ahmed, le grand chef historique de la Révolution, Allah yarhamou, Allah yusali, qui a été marginalisé, c'est que quand il a participé au contrat de Rome avec Ben Bella ou Mehri, on l'a traité de non-événement, alors qu'il voulait arrêter ce sang qui coulait à flot entre Ben Chab et Jazairi. Ait Ahmed disait, il lançait un appel au système, vous avez pour devoir, pour permettre à cette jeunesse de trouver des canaux d'expression. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, tout est fermé. On ne voit rien. C'est fermé, c'est hermétique. Très bien. Docteur Mohamed Lemchibmen, restez avec nous. Je vais revenir très rapidement à vous, Monsieur Djadi. Vous avez entendu Docteur Mohamed Lemchibmen. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ces derniers temps, une question a été soulevée par rapport au consensus au sein de l'armée, par rapport à un deuxième mandat de l'Ahmedjid Tebboune. Est-ce que vous pensez que ce documentaire tranche cette... Rapidement, Docteur Monsieur Djadi, pardon. Si je dis, je me suis du terme. Moi, lorsque j'ai dit l'Algérie avance, c'est parce que je suis convaincu avec des chiffres. Moi, j'ai ma formation, j'ai fait le management. Donc, lorsque je vois l'Algérie, l'IDH, parmi le plus élevé d'Afrique des pays arabes, lorsque je vois la croissance économique de 4,1, 4,2, c'est la meilleure au niveau africain et au niveau arabe, lorsque je vois que l'Algérie est deuxième producteur de blé, deuxième producteur de pommes de terre, premier producteur, quatrième producteur mondial de dattes, puis l'Algérie avec un PIB 2026-2027 à 400 milliards de dollars et un peu plus, avec ce qui se passe actuellement, avec le dynamisme économique, avec les plus de 6000 projets qui sont en cours, avec l'exploitation de Tendouf, phosphate et la minute de... C'est ça qui fait la fierté des Algériens. C'est ces chiffres-là qui démontre que l'Algérie avance bien. Ce n'est pas avec de la philosophie, ce n'est pas avec moi, ça dépend. Moi, je vois les choses comme je les vois, je suis convaincu. Personne ne détient le monopole du savoir. Personne ne détient le monopole de la vérité. Maintenant, chacun de nous sommes en train de comment dirais-je, un dialogue entre nous, chacun ce qu'il est convaincu ou non de telle ou telle chose, mais ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas avec l'autre, l'autre n'a pas raison. Absolument, moi, je suis convaincu. Donc, ce que je dis, c'est des chiffres. Je suis comment dirais-je, l'évolution ou la progression économique de l'Algérie dans tous ces domaines, l'agriculture, même la vision, même tout à l'heure votre invité parlait de la souveraineté populaire. Tout le monde parlait, lorsqu'il s'agit de la politique, on parle de la souveraineté populaire. Vous, à mon humble avis, la souveraineté est une indivisible. Vous ne pouvez pas, avec uniquement la souveraineté populaire, sans la souveraineté économique, sans la souveraineté financière, vous ne pouvez pas avoir la souveraineté. Effectivement, la souveraineté absolue n'existe pas. Il y a des proportions. Même en Europe, il y a actuellement il y a une stratégie, l'autonomie stratégique, dont il parlait déjà M. Chirac il y a plus de 15 ans. Parce que maintenant, ils se sont rendus compte, les Européens, qu'ils sont piégés par les Américains. L'Europe n'est pas souveraine. Parce qu'on est pressé un peu avec le temps et en tous les cas, je suis très, très ravi de vous avoir dans cette émission. Et c'est comme ça qu'on va évoluer, d'échanger aussi, chacun son avis. Et c'est ce qu'elle fait, le Magharibiya, c'est de donner la parole à tous les Algériens, quel qu'il soit leur avis, et avec respect, bien sûr. Voilà, M. Djadi, qu'est-ce qui définit la souveraineté pour vous? 10 secondes, parce qu'on doit aussi donner le temps à notre ami Maître Issa Rahmoun sur le troisième sujet qu'on veut aussi commencer. Il ne reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui définit la souveraineté algérienne pour vous?
Merci de m'avoir posé cette question. À mon avis, la souveraineté, comparons la souveraineté de l'Algérie par rapport aux autres. Je dis que l'Algérie, sur le plan énergétique, a été souveraine depuis 1971 lors de la nationalisation des hydrocarbures. La souveraineté financière ou monétaire ou économique, le président de fin, Abdelaziz Bouteflika, remboursé la dette de l'Algérie par anticipation en 2004-2006. Donc l'Algérie, aujourd'hui, personne ne peut dicter à l'Algérie, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, de faire ceci ou cela, comme par beaucoup de 80% des pays ne sont pas souverains dans leur pays propre. La souveraineté alimentaire. Je termine avec ceci. Et la souveraineté alimentaire, M. Djadi. La souveraineté alimentaire, on a importé du poulet. On a importé du poulet dernièrement de l'Espagne pendant le Ramadan pour qu'il n'y ait pas de crise de poulet ni de viande. On a importé de la sardine de la Tunisie. On importe notre armement de la Russie et d'autres pays, de la Chine, mais aussi peut-être d'autres pays. Peut-être les experts vous diront, elle est où la souveraineté dans tout ça, Monsieur Djad? Voilà, la souveraineté pour moi, la souveraineté alimentaire, lorsque le pays décide lui-même, sans aucune contrainte, de ce qu'il doit semencer ou doit récolter. Ce n'est pas comme nos voisins, ils récoltent de la tomate et du kiwi et du Nevada pour l'exportation. Donc, l'Algérie est souveraine. Donc, la souveraineté alimentaire, l'Algérie, elle décide sur la stratégie alimentaire, sur le sol algérien, elle récolte ce qu'elle veut. Par contre, il y a beaucoup de pays dans ce monde qui ne sont pas souverains, même sur leur territoire. Barakallahu fik. ابقى معنا سي جعدي. On va entamer bien sûr le troisième sujet de notre émission. On est un peu pressé par le temps, donc je vous demande d'écourter un peu vos réponses. On va revenir juste après cette petite intro. Donc, le président de l'ANI, Mohamed Sharfi, l'élection présidentielle sera libre et transparente. On va l'écouter dans ce passage. Donc, nos amis de la régie, si c'est possible, on va écouter Mohamed Sharfi. أكبر المنظمات الخاصة بالزوينجي ما تقوم به الجزائر في مجال الانتخابات ملفت للانتباه. هذا على لسان رئيس أكبر منظمة مدنية تهتم بالشأن الإجتماعي واللي تنشط على مستوى القارات الخمسة. ما تقوم به الجزائر في مجال الانتخابات ملفت للانتباه. Donc, vous avez aperçu Mohamed Sharfi, le président de l'ANI, qui l'autorité nationale indépendante des élections, qui a déclaré l'importance d'impliquer les jeunes dans l'encadrement de l'opération électorale du 7 septembre prochain, l'élection présidentielle, afin de renforcer leur participation à l'action politique. Cette opération vise à permettre cette catégorie de citoyens d'être partie prenante dans l'encadrement de l'opération de vote afin de renforcer leur participation à la vie politique et de les impliquer dans l'opération électorale. Maître Issa Rahmoun, je sais que peut-être vous voulez revenir par rapport à ce qui a été dit. Je vais vous donner cette opportunité, mais on aimerait bien aussi entamer cette dernière question de notre émission. Tfadal, c'est Aïs. Oui, effectivement, vous avez capté, c'est mon vœu de rebondir parce que la souveraineté, avant que ça soit une souveraineté, et on voit un peu l'orientation philosophique chinoise qui s'invite dans nos débats russes à la fois. Ce n'est pas pour me positionner sur le plan philosophique, mais sur le plan stratégique, c'est très important de revenir sur la question en disant la chose suivante, que la seule des souverainetés qui puisse exister
avant qu'elle soit la souveraineté تاع البطن تاع الكرش تاع المجاعة ولا تاع للشان ولا. C'est la souveraineté politique. D'ailleurs, ce qui m'étonne et ce qui me rassure dans ce que je pense, et je ne parle pas de conviction, hein, parce que les convictions s'invitent dans des campagnes, et j'entends ça parfaitement, mais pour être très objectif, quand on cite Bouteflika à l'occasion d'un passage, et ça c'est un lapsus révélateur, que Bouteflika a remboursé des dettes, etc., truc machin, et on s'attribue ce titre d'une personne qui est dans le même régime, qui est dans la continuité du régime, qui est dans la continuité du même système depuis l'indépendance de l'Algérie. Arrêtons de prendre les Algériens pour des novices, pour des canards sauvages, pour des moins que rien. Les Algériens, c'est des gens qui réfléchissent. Aujourd'hui, donnons la liberté aux Algériens. Donnons la possibilité aux Algériens de s'exprimer dans des plateaux, pas Abdel Magharibi, que vous faites parfaitement, et barakallahu fikoum, mais dans l'espace médiatique qui est le nôtre. La chaîne publique algérienne, c'est la chaîne des Algériens. Tous les Algériens, dans tous les courants politiques, philosophiques, idéologiques, d'opinion, doivent s'exprimer. D'ailleurs, la meilleure preuve, les meilleurs journalistes en Algérie qui pouvaient mener ces débats sont en prison. Comme le Qadi Hassan. J'ajouterai une personne, Houssine Rjala, qui est un cinéaste algérien, qui vit en France. Il est rentré en Algérie depuis 9 mois, interdit de quitter le territoire national. Arrêtons. Mais bon, c'est dans le propre du régime. Par contre, quant à il faut être pragmatique, même dans l'opposition, même dans le discours, même dans les pratiques, même dans l'éthique politique et dans l'éthique des droits humains. Aujourd'hui, c'est Chorfi qui nous annonce vouloir faire participer les jeunes Algériens à l'opération électorale dans la surveillance. La surveillance, les jeunes, on les prend pour des chiens. Sans réserve. Hein. Ils vont contrôler sans être munis de ce pouvoir de contrôler. Ça, d'une part. D'une autre part, souvenez-vous que le président de l'ANI était ministre de la Justice au temps de Bouteflika, qu'il avait validé des élections truquées, qu'il ne s'est pas autosaisi en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'occasion de fraude électorale, et qui est aujourd'hui le gardien du temple d'un transfert de souveraineté politique pour un chef de l'État. Que ce visage fait partie de l'ensemble de tous ces visages qui ont encombré et asphyxié le citoyen algérien. De quelle transparence électorale, d'opération, de processus, de transfert de souveraineté par le temps? Aujourd'hui, l'Algérien est blasé. L'Algérien est dégoûté par ces discours. Bien sûr, à l'occasion de ce dispositif électoral, ils vont ramener des jeunes, manipuler les âmes les plus vulnérables. On est dans un régime dictatorial. Toutes les manipulations sont permises pour ce régime, en interne et en externe. On est dans une situation kafkaïenne où le Jazair al-Jadida, c'est la continuité du 6e mandat, plutôt de l'unique mandat depuis l'indépendance. Le même régime n'a pas changé. Les systèmes diffèrent, bien sûr, avec toutes les c'est comme une partie de poker.
comme une partie de belote, une partie de jeu de société où l'on transfère les rôles. Mais le plus important pour ce régime, c'est la domination du citoyen, la domination de la société. Pour que la société n'arrive pas à avoir un discours transparent, un discours franc, un discours constructif, pour effectivement avoir cette souveraineté politique, économique, sociétale, religieuse, culturelle, etc., 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 qui va nous guider justement à un pays émancipé, un pays développé. Je ne pense pas que l'occasion du 7 septembre va être la meilleure occasion pour les Algériens. C'est comme les précédentes élections, l'Ab Hamida, Ourchan Hamida, Fidar Hamida, Bihoudor Hamida. Très bien, restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Docteur Mohamed Lamine Chiban, on va vous faire écouter donc ces déclarations qui ont été faites par le chef de l'État, Majid Tebboune, auparavant. Donc, on l'écoute et je reviens à mes invités juste après. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Majid Tebboune, donc le taux de participation ne m'intéresse pas. Il faut rappeler aussi les déclarations de Mohamed Charfi, le président de l'ANI, qui dit que le prochain scrutin présidentiel constitue un nouveau défi pour assurer la liberté de choix des citoyens. A encore indiqué donc Mohamed Charfi, soulignant à cet égard que la précédente élection, donc 2019, s'était déroulée en toute transparence et sans qu'il ne soit enregistré le moindre cas de fraude. Docteur Mohamed Lamine Chiban, comment peut-on lire ces déclarations dans le contexte que vit notre pays politiquement, mais aussi à quelques mois, 3 mois et demi de cette élection présidentielle anticipée? Docteur Mohamed. يا سي ناصر رانا في نفس الممارسات ورانا في نفس الغلطات. Impliquer des jeunes, qui m'a dit le maître Issa Rahmoun, ça me fait rappeler le président Houari Boumediene, quand il a envoyé des étudiants en jean, des étudiantes en jean, des douars de chor, pour expliquer au Fellah la révolution agraire, cette révolution qui est la faillite. Je me demande comment prendre des jeunes, ils savent. C'est la réponse, le résultat. Et il faudrait convaincre l'opposition réelle, convaincre l'opposition crédible. Si elle est convaincue par ces élections, هي اللي تعطيك الشرعية. مش تجيب لي des étudiants مساكن ما فاهمين فيها والو تقول له روح على الصندوق. شوف يا سي ناصر. Je voudrais rappeler, Bark, à notre humble invité, en parlant de souveraineté, la souveraineté du pays, de l'Algérie, لما تكون قوة ضاربة, ok, ما نزيدوش نسمعوا les officiels français dire nous ne sommes pas la garderie de l'Algérie, que ceux qui gouvernent ce pays, yani l'Algérie, reprennent leur clandestin, reprennent leurs délinquants. Monsieur Macron refuse jusqu'à présent le pardon. Hein? Et bien que كما كان يقول سي ماتر عيسى رحمون وحنا نذكروا le président بوتفليقه ربي يرحمه ارفع راسك با ارفع راسك با وانت لو كوبلي نتاع يا فرنسا en 2007 راك نحيتو باش ترضي فرنسا. احنا ماناش حابين نرضيو فرنسا، دارت فينا المنكر فرنسا، ما نبقاوش اسكلاف لفرنسا، لان الجزائر قدمت خيار الشعب تاعها اللي ضحاو من اجل هذا الاستقلال. اذا en deux mots, si nous voulons réellement des élections propres et honnêtes comme a eu lieu en 92 avec la reconnaissance du général Harbi Belkhir
et de Sid Ahmed Ghazali qui est actuellement encore en vie, que Dieu lui prête longue vie. Élection honnête et propre. Et il faudrait convaincre l'opposition تدخل وتشعر réellement باللي كاين صندوق نظيف ماهوش الصندوق اللي نعسو انا j'ai participé, j'étais un élu de la PUE et je sais comment ça se passe. C'est pas au niveau de l'urne تما à l'école وين راك ولا اللي راح يكون التزوير الاخر فوق قريب يوصل لسدرة المنتهى. التزوير ثم يكون كيفاش يكون هذا التزوير؟ يكون كان مينوت خلاص يجيبوا الصادق يجيبوا خلينا من الصادق اللي هذوك اللي تبدلوا d'ailleurs خالد مسعودي était présente on voyait في France 2 je pense كيفاش الصندوق يتنحى وتبدل. لا c'est d'ailleurs rappelez-vous absolument et là on se rappelle de ces déclarations, on a le droit, donc on se rappelle de cette phrase, on a le droit. تفضل docteur 10 secondes parce qu'on est pressé par le temps. Docteur, est-ce que vous êtes avec nous, Mohamed Lamine Chibane? Ah, je pense qu'on a quitté. Je vous entends. تفضل, si vous voulez terminer votre idée. Oui, je termine. Le président Zarouel en 99, il avait donné des garanties. En étant ministre de la Défense, il avait donné des garanties au docteur Ahmed Talib Ibrahimi, à M. Houssinaït Ahmed, à Abdallah Jaballa, au colonel Khatib de la Wilaya 4, à M. Moukded Sifi, et je me rappelle plus le sixième. Il avait donné des garanties. La veille des élections التزوير في الاخر كي راحوا باش يقولوا له يا سي زروال ما حبش يستقبلهم. دونك يعني رانا في نفس الممارسات. احنا نتمناو ان شاء الله مازال الوقت. Si vraiment يعني on voit comme l'a dit maître عيسى رحمون يعني on ouvre la télévision à la véritable opposition. خلينا من هذوك اللي المنبطحين هذوك اللي راهم يصفقوا كانوا البارح مع بوتفليقه اليوم راهم مع مسيو تبون. غدوة يكونوا ضد مسيو تبون. هادو يسون كونو هادو راهم العار عليهم. Ils sont vomis par le peuple. Donc à l'État, aux autorités, ils ont tout le temps pour en si peu de temps de faire beaucoup de choses et pour peut-être on aura effectivement des élections comme ont eu lieu au Sénégal et en Somalie. Barakallahu fik Sinas. Barakallahu fik Dr Mohamed Lamine Chibane. Monsieur Djahdi, très rapidement, 30 secondes. Allah yabarak fik, Allah ghalib, on est pressé un peu par le temps, on a dépassé même le temps de l'émission. Il y a peut-être ceux qui suivent ce qui se passe dans notre pays, surtout par rapport à la question politique, ils vous diront que l'Algérie aura tout à gagner de s'ouvrir politiquement avec une opposition donc qui va participer et tout ça, et ce n'est pas le cas pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? L'Algérie est ouverte sur le monde, sur ses partis politiques. Le président de la République, chaque 2-3 mois, il invite les partis politiques. Il s'explique avec eux la démarche à suivre à court, moyen, long terme. En ce qui concerne la gestion du pays, en ce qui concerne la politique économique, la politique politique sur les élections, etc. Donc, je ne vois pas de... Mais si vous permettez 10 secondes, lorsque je parlais de 71, la nationalisation des hydrocarbures, j'ai évoqué le défunt Houari Boumdallah Rahman. Lorsque j'ai parlé de la souveraineté, lorsque Bouteflika il a anticipé le remboursement de la dette. Et avec M. Tebboune, depuis son arrivée depuis 2019, il s'attaquait à la politique économique. Il parle, le seul président depuis l'indépendance, il parlait de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté hydrique, de la souveraineté sanitaire et de la souveraineté énergétique. Pour cela, c'est pour assurer la souveraineté qui a été mentionnée par le communiqué du 1er novembre de Mchouhada. La souveraineté est une ligne rouge. Monsieur Tebboune, il est en train de réussir de ce qui n'ont pas réussi depuis 62 en ce qui concerne les exportations or et hydrocarbures. Tout cela, toute cette politique, à moyen terme, l'Algérie dépassera les 400 milliards de dinars de PIB et elle sera, comment dirais-je, parmi les pays émergents.
Ça a été évoqué par M. le Président de la République. Donc, moi, je suis convaincu. Moi, je vous dis une petite remarque en ce qui concerne le président de l'autorité indépendante nationale. Mohamed Sharfi. Mohamed Sharfi. Effectivement, moi, sincèrement, Rabbi Rachid, les élections présidentielles de 2019 sont déroulées dans la transparence totale. Les 5 candidats, personne ne se plaignait qu'il y a eu de ceci ou cela. Par contre, je dis en toute franchise, par contre, les élections locales, avec l'application de l'ordonnance de 2001-01, loi organique relative au régime électoral, effectivement, il y avait un parcours de combattants. Même d'ailleurs, tous les partis politiques. Monsieur, ont évoqué ce problème avec Monsieur le Président. Merci, Monsieur Djadi. De cette loi. Esmah li, Monsieur Djadi, parce qu'on est pressé par le temps d'Aïberkfik. On va vous inviter dans d'autres émissions. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Maître Aïssa Rahmoun, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est difficile. Dois-je rire, mais enfin, pour être sérieux, aujourd'hui, on est dans une situation où il faut comprendre effectivement ceux qui sont très, très alliés au régime. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à tirer du régime. En défendant toutes les options, en défendant toutes les options économiques, entre parenthèses, parce que là, ça c'est pas des options économiques, mais aussi des orientations politiques. J'aimerais que les interlocuteurs, c'est un appel de cœur et de raison, croient en ce qu'ils déclarent. Parce qu'au fond, je sais pertinemment, c'est pas une conviction, mais ça s'entend dans les contradictions, qui ne croient pas à ce qu'ils disent, à ce qu'ils avancent comme argument, et qu'ils sont bénéficiaires de la rente du régime. Demain, leurs enfants, demain, leurs petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire de leur père, de leur grand-père? Merci. À part avoir été à côté de l'histoire de l'évolution de la souveraineté populaire, le droit d'avoir des droits, le droit d'exercer sa libre citoyenneté, de choisir ses représentations, ses représentants à travers une représentation transparente et crédible. L'événement du 7 septembre est encore un rendez-vous raté pour le peuple algérien, pour la société algérienne, mais aussi pour le régime politique de se réconcilier avec cette extraordinaire société, cet extraordinaire peuple qui est le peuple algérien. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun, avocat vice-président de la FID. Merci aussi, Mounawar Djadi, ex-député président de la commission de transport à l'APN. Merci à vous. Merci, Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.